On n'est pas du tout un thème qui a un caractère pénal aujourd'hui, mais plutôt un thème en droit de la santé. Ah, parce alors, que, oui, parce que en fait, Medjed, en arrivant, m'a dit bah alors, quel est le thème d'aujourd'hui? Je lui ai dit notre thème d'aujourd'hui, c'est les directives anticipées. Ah, il oui, m'a voilà. dit ah, c'est quoi ça? Bah voilà, tout à fait. Il n'a c'est pas quoi compris. Donc moi, quand Medjed il me dit qu'il ne comprend pas, je suis contente parce que je me dis que le thème, eh ben, il va être utile aujourd'hui. Tout à fait. Parce que si toi-même tu ne sais pas ce que sont les directives anticipées, j'imagine que les auditeurs aussi ne savent pas ce que sont les directives anticipées, alors que c'est extrêmement important de pouvoir en prendre au jour d'aujourd'hui et au regard du droit de la santé que nous avons actuellement. Très bien. Donc je vais expliquer ce que sont les directives anticipées. T'as pas envie d'essayer de deviner non plus, non? Directive anticipée. Si c'est en matière de santé, c'est de prévoir, d'apprendre peut-être des assurances pour la santé, j'en sais rien. Non, ce sont les dernières volontés sur les soins que l'on peut avoir en fin de vie. Ah oui, on en entend beaucoup parler en plus. Exactement. Alors on en a beaucoup parlé à la suite de l'affaire Vincent Lambert. Beaucoup disaient ah mais si on avait eu des directives anticipées, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on arrête les soins, est-ce qu'on n'arrête pas les soins, est-ce qu'on saisit le tribunal, est-ce qu'on fait des référés, parce que les directives anticipées sont là pour essayer d'anticiper un petit peu la situation qui va s'appliquer à vous si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en mesure de donner votre consentement aux soins et d'exprimer votre volonté en ce qui concerne les soins qui vont vous être prodigués. Donc en fait, les directives anticipées, c'est ce qui va s'appliquer en cas de maladie grave ou lorsque vous êtes en fin de vie sans forcément être atteint d'une maladie grave, par exemple à la suite d'un accident de la circulation, vous vous retrouvez complètement handicapé. Et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous exprimer, de parler et de dire ce que vous voulez quels sont les soins que vous acceptez et quels sont les soins que vous n'acceptez pas. Et donc ça concerne notamment le fait de limiter ou d'arrêter les traitements qui vont être en cours, le fait d'être transféré ou non en réanimation si l'état de santé le requiert, le fait d'accepter ou non d'être mis sous respiration artificielle, également le fait de subir ou non une intervention chirurgicale ou d'être soulagé de vos souffrances, même si cela a pour but de pouvoir conduire à votre décès. Donc ce sont à peu près les situations dans lesquelles on peut se retrouver à devoir tenir compte de vos directives anticipées. Donc on considère qu'une personne va être en fin de vie, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave ou une maladie incurable, ou lorsqu'elle est dans une phase terminale, on ne va pas trop savoir quels sont les soins qu'on va mettre en place. En gros, pour dire de façon assez simple, est-ce qu'on va s'acharner thérapeutiquement ou pas? Donc une fois qu'on sait qu'on est face à cette situation-là, quelles sont les directives à mettre en place pour rédiger vos directives anticipées? Alors, les directives anticipées, ça va être généralement un écrit. C'est un écrit que vous allez mettre sur papier. Vous allez dater et signer et vous allez expliquer donc dans ce document ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et c'est extrêmement important parce que ce que vous allez indiquer dans ce document, normalement, doit s'imposer au corps médical. On me demande souvent si les personnes qui sont sous tutelle ont la possibilité de prendre des directives anticipées. Eh bien, sachez que oui, des personnes qui sont sous tutelle ont la possibilité de prendre des directives anticipées dès lors qu'elles ont l'autorisation du juge. C'est extrêmement important donc de réclamer cette autorisation auprès du juge. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir écrire. Donc, quand on ne peut pas écrire, eh bien, sachez que vous pouvez prendre des directives anticipées tout de même en faisant appel à 2 témoins. 2 témoins, c'est des personnes qui vont donc prendre acte de votre volonté et des directives que vous voulez mettre en place pour l'avenir. Et c'est une personne, en fait, une de ces 2 personnes qui va rédiger à votre place et qui va attester que ce qui est sur le papier correspond exactement à votre volonté. Sur ces 2 témoins, il faut qu'on ait normalement votre personne de confiance. La personne de confiance, c'est un thème qu'on a déjà abordé, donc je ne l'ai pas abordé à nouveau aujourd'hui. Mais sachez que sur les 2 témoins, vous devez avoir votre personne de confiance. Donc dès lors qu'on sait dans quel cadre on applique les directives anticipées et comment est-ce qu'on les formalise, eh bien il faut absolument que les gens sachent que vous avez pris des directives anticipées. Donc il faut connaître leur existence, parce qu'il y a certaines personnes qui vont prendre un papier, qui vont dire voilà, moi en cas d'accident, je veux pas qu'on s'acharne sur moi, je ne veux pas qu'on me place sous assistance respiratoire, etc. Mais
elles n'en informent pas leur entourage ou elles n'en informent pas leur médecin. Donc là, j'ai envie de dire qu'en réalité, ces directives, elles ne serviront pas à grand-chose parce qu'elles ne seront pas accessibles. Lorsque vous prenez des directives anticipées, vous devez en parler et vous devez les rendre facilement accessibles de façon à ce qu'on puisse en prendre connaissance si on en a besoin. Donc vous devez en informer en règle générale, et c'est le conseil que je vous donne, en informer votre médecin. Donc première personne qui va avoir besoin de connaître vos directives anticipées, mais également vos proches. Donc les proches, ça peut être les membres de votre famille, ça peut être justement votre personne de confiance ou tout simplement des amis. En tout cas, voilà, il faut en parler, il faut qu'on sache que vous avez pris des directives anticipées et qu'on sache également le lieu de conservation, c'est-à-dire où elles se trouvent, vos directives anticipées. Parce que si vous informez votre médecin ou vos proches que vous avez pris des directives anticipées, qu'elles sont notées sur papier, mais que vous ne leur dites pas où elles se trouvent, j'ai envie de dire c'est un peu c'est inutile. Donc une fois qu'on sait où elles se trouvent et que vous les avez rédigées, eh bien pour que l'équipe médicale puisse en prendre compte, enfin tenir compte de ces directives, eh bien il faut qu'elles soient portées à la connaissance de l'équipe médicale, et une fois qu'elles sont portées à la connaissance de l'équipe médicale, eh bien comme je vous disais, elles vont s'imposer. Et elles vont s'imposer, ça signifie quoi? Ça signifie que les médecins, lorsqu'ils vont se retrouver face à une décision qui va concerner des mesures d'investigation ou des mesures de traitement médicamenteux qui vont être mis en place, eh bien ça va s'imposer, ils vont être obligés d'en tenir compte. Il y a deux cas dans lesquels ça ne s'appliquera pas. C'est lorsque vous êtes face à une situation d'urgence vitale. Quand on est face à une urgence vitale, même si on vous dit que vous avez, enfin on dit à l'équipe médicale, attention, cette personne elle a des directives anticipées, eh bien elle ne va pas en tenir compte parce qu'elle va avoir besoin d'un temps qui va être nécessaire pour pouvoir évaluer la situation et savoir si vraiment on peut tenir compte de ce qui aura écrit. Donc dans le cadre d'urgence vitale, on n'en tient pas compte et les médecins interviennent immédiatement. L'équipe médicale ne va pas en tenir compte également lorsqu'elles vont apparaître manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale de la personne. Hormis ces deux cas, les directives anticipées s'imposent à l'équipe médicale. Donc c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important d'en prendre, parce que vous pouvez vraiment éviter tous les acharnements thérapeutiques grâce à ce simple petit bout de papier que vous allez écrire. On m'a aussi posé la question de savoir, ok, donc j'ai pris des directives anticipées, je les ai rangées quelque part, j'en ai informé mon entourage, ça va s'imposer à l'équipe médicale, je les prends aujourd'hui, mais supposons que j'en prenne pas d'autres, et est-ce qu'elles vont avoir valeur à s'appliquer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Eh bien oui, la durée de vos directives anticipées est illimitée, c'est-à-dire que tant que vous ne les modifiez pas ou que vous ne les retirez pas, elles vont s'imposer. Un autre conseil que je vous donne, si ce n'est d'informer du lieu de leur conservation, à l'heure où on est en train de mettre en place le dossier médical partagé, moi je vous conseille de les mettre directement dans votre dossier médical partagé. Elles vont être incluses dans les données médicales qui vous concernent durant toute la durée de validité de votre dossier médical. Donc que vous les mettiez aujourd'hui et qu'on en ait besoin dans 10, 15, 20 ou 30 ans, eh bien elles seront là et au moins vous les aurez prises et vous pourrez éviter toute situation qui serait contraire à ce que vous souhaitez. Et pour conclure, si vous souhaitez retrouver un petit peu plus de détails sur ce régime juridique, sachez que c'est les articles L1111-11 à L1111-12 du Code de la santé publique qui posent les régimes. Je sais que Medjed aime bien les articles de loi, donc j'ai décidé de t'en donner aujourd'hui, ainsi que les articles R1111-17 à R1111-20 du Code de la santé publique. Eh ben, ça a été très précis en tout cas, et donc bien anticipé en tout cas, et très beau thème aujourd'hui en tout cas de notre